interventions seront centrées autour des questions d'éducation. Si vous n'avez pas trouvé de programme, vous les prendrez au moment où on fera une pause, on en a remis à l'entrée. Voilà, je vous remercie. Voilà, nous nous retrouvons. D'abord, je vous prierai de m'excuser pour partir précipitamment à la fin de mon exposé. Je suis confondu. Je sais que ce n'est pas moi qui ai pris le billet d'avion. Je n'accuse personne, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas moi qui ai prévu de quitter si vite. Et en plus, l'avion était supprimé, je vais en prendre un avant. Donc il y aura un taxi qui m'attendra à moins le quart. Je suis vraiment confus. J'aurais d'autant plus aimé dialoguer avec Mme Canac qu'elle parle de la maternité et moi de la paternité. Donc, un dialogue a été la moindre des choses. Vraiment. Désolé, c'est comme ça. Faisons face. Donc, quelques mots sur être père dans cette partie de votre colloque sur la mission parentale du couple. En introduction, je commencerai par trois faits, trois anecdotes, si je puis dire. La première, c'est un de mes amis qui pratique donc des interventions en éducation sexuelle dans les écoles, et il me disait qu'il n'y a pas très longtemps, dans une école catholique d'ailleurs, le directeur lui dit « Surtout, ne parlez pas des papas, parce que dans la classe, il y a des enfants qui n'ont pas de père. » Et deuxième exemple, j'apprends que dans beaucoup d'écoles, on ne fête pas la fête des pères pour la même raison. C'est seulement la fête des mères. Curieux, c'est comme ça. Troisième exemple, un livre est paru en 2005 d'un psychanalyste parisien bien en vue, s'intitulait « Fin du dogme paternel ». Donc nous voyons qu'il y a des enjeux autour de la paternité. La paternité, donc, on peut le dire, est aujourd'hui une figure, je parle de la figure du père, devenue floue, fragilisée. Il y a, je crois, dans notre culture, un doute profond sur la valeur de la paternité, son importance, sa spécificité, la différence par rapport à celle de la mère, qui est beaucoup plus évidente. Un sociologue résumait en disant « Un père, finalement, c'est une mère en moins bien ». C'est dans beaucoup d'esprit, je crois. En même temps, dans cette jeu, en même temps, nous voyons fleurir de nombreuses jeunes familles, de nombreux couples, où nous voyons des jeunes pères, aimants, attentifs, présents, vivant tranquillement une nouvelle manière d'être père. Cela existe aussi, et même d'abord, si je peux dire, car je ne serais pas étonné que ce soit finalement la majorité. Donc, 3 points. Tout d'abord, les paramètres d'une crise, je reviens un petit peu. Ensuite, quelques traits descriptifs de l'être paternel. Et puis, comme ce matin, donc, les enjeux spirituels. Donc, tout d'abord, je dirais que la fragilisation du lien paternel est très liée à celle du lien conjugal. Nous connaissons le taux de divorce, et vous savez que dans 9 cas sur 10, les enfants sont confiés à la garde de la mère. Cela évolue actuellement, mais lentement. Et je pense souvent, quand je parle de cela, à la situation des pères divorcés, qui sont un des principaux soucis de préoccupation. Ces pères séparés de leurs enfants, qui savent qu'un autre est à leur place, à la table familiale, dans la maison familiale, pendant qu'eux dînent seuls sur un coin de table le soir. Pères divorcés dont le taux de suicide est quand même 6 fois supérieur à la moyenne nationale. J'ai beaucoup calculé ce côté. Le paternel passe par le conjugal. De fait, de facto, mais aussi en profondeur. En profondeur. On l'a entrevu ce matin. J'avais en tête dès ce matin une phrase du psychanalyste parisien Philippe Julien, qui écrivait « Le père réel est l'homme d'une femme ». Pour un père, tourner vers une femme, qu'une femme soit tournée vers lui, ce n'est pas secondaire, ce n'est pas accidentel. Ne serait-ce que parce que le sens de la paternité est lié au sens de la différence sexuelle. Et s'il y a un doute sur la paternité, c'est aussi parce qu'aujourd'hui il y a un doute sur l'importance de la différence à accorder à la différence sexuelle. Père-mère étant un des premiers lieux, si ce n'est le premier lieu, de la différence, je crois. Or, c'est dans la conjugalité que la différence sexuelle se révèle le plus et le mieux, et le plus travaillée au fil du temps.
Mon collègue Olivier Abel, protestant, écrivait « La conjugalité est le lieu où l'on interprète la différence des sexes. » Il y a différents droits religieux, la conjugalité, bien sûr, hein, en Église, pas la différence sexuelle en Église, vous voyez, mais dans la conjugalité, il est évident que c'est là qu'elle joue à plein et qu'elle travaille au fil du temps. Donc ce profil féminin, masculin, avec intrication entre les deux, tout cela se joue spécialement entre les époux. Et donc la figure du père ressort de manière singulière, unique de chaque couple. Chaque couple sécrète sa figure du père et sa figure de la mère, avec interaction entre les deux. Ce matin, nous avons entrevu donc avec les quatre hommes qui pouvaient être présents dans la vie d'un enfant, dont parlait Aldo Naori. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc ce matin, il y en a un enfant peut avoir été conçu par un homme, élevé par un deuxième, reçu son nom d'un troisième, et pendant que sa mère vit avec un quatrième. Cette dissociation, donc, est possible. Elle est possible, elle existe, pas forcément trois, mais ça peut être pas forcément quatre, ça peut être deux ou trois. Et donc, nous sommes toujours renvoyés à l'alternative entre dissociation ou cohérence. Est-ce que nous prenons parti de la dissémination des figures paternelles, ou est-ce que nous pensons qu'il est quand même pas mal que ce soit le même homme qui est conçu, qui est donné son nom, qui éduque et qui aime, et qui vit avec la mère? Je pense que si nous tenons à l'unité, c'est au nom d'un principe très simple, qui est celui de l'incarnation, ou, en termes anthropologiques, simplement, de l'unité de la personne humaine. C'est parce que la personne est que finalement les dimensions biologiques, affectives, sociales, juridiques sont appelées à s'unifier. Quant à dissociation, il y a écartèlement entre les différentes dimensions de la personne. Je mentionne également, vous savez, tous les débats autour de la gender theory, ces théories qui disent que le genre est entièrement construit, je dis bien entièrement construit, entièrement culturel, et donc la figure du père ou de la mère serait entièrement construite, elle ne serait que culturelle. C'est une idéologie qui monte beaucoup actuellement. Et ajouter cela au libéralisme, chacun doit pouvoir choisir ses modèles, et vous avez tous les débats actuels sur l'homoparentalité ou la monoparentalité, etc. Quand même, un détail, un caillou dans la chaussure, les Québécois diraient un roc dans la chaussure, mais justement un roc, c'est quand même la naissance. Il se trouve quand même, malgré ces idéologies, que tout homme, toute femme, tout enfant est né. Là, il y a un donné irréductible sur lequel on bute toujours quand on réfléchit à la parentalité, à la filiation, au modèle familial. Chacun est né. C'est un fait irréductible. Et comme disait France Quéré, personne jusqu'à ce jour n'a réussi à naître tout seul. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Nous avons tous un père et une mère, une double filiation. Sur cet angle-là, donc, être père, c'est tout simplement avoir un corps d'homme. C'est avoir non enfanté, mais engendré quand même. Être pour quelque chose dans la naissance. Même la paternité adoptive entre dans ce modèle. Le père adoptif prend en charge toute la vie de son enfant comme s'il lui avait donné la vie. Comme s'il lui avait donné la vie. Et non pas l'inverse. Le père n'est pas l'origine, mais l'origine est passée par lui. On voit ici que la paternité est moins évidente que la maternité. Elle est moins évidente parce que moins directe, moins immédiate. Elle n'est pas que corporelle, la maternité non plus d'ailleurs, mais d'abord corporelle. La paternité, elle passe d'abord par un acte moral, nous le verrons, de parole, de reconnaissance, même si elle est passée avant par le corps. Elle est à l'articulation du corps et de la parole, du charnel et du spirituel. Disons du corps et de la parole. Mais avant de revenir à cela, je dirais un dernier trait de cette fragilisation du lien paternel, c'est la banalisation du modèle des foyers monoparentaux. De plus en plus, on présente les foyers monoparentaux, qu'on appelle familles, ce que je conteste parfois, comme des nouveaux modèles. Et ce qui est finalement, c'est une façon de dire que le père est facultatif, parce que presque toujours, ce sont des mères qui sont à la tête de ces familles monoparentales.
Même l'idée d'homoparentalité, bien souvent, laisse le père de côté, car dans la très grande majorité, ce sont des femmes qui demandent ce qu'on appelle l'homoparentalité. On dit que la mère sociale pourrait remplacer le père, etc. Donc, on voit des doutes profonds sur la place du père, l'être du père, en tant qu'homme masculin. Mais, je le redis, nous voyons en même temps, donc, dans la majorité des familles, les jeunes pères être présents, bien présents, et inventer une manière heureuse d'être père. Vous le voyez, nous en voyons. Simplement, donc, parfois, je dis bien parfois, ces hommes ont du mal à se différencier de la mère ou à trouver leur place propre, leur fonction propre. Ils le disent eux-mêmes. Leur différence avec la place et la fonction de la mère. Ils le disent eux-mêmes, j'ai souvent entendu. Et donc parfois ils nous demandent des éclairages sur cette différence. D'où ma deuxième partie donc qui comporterait quelques traits caractéristiques de l'être paternel. Donc il y a quelques instants je disais que le sens de la paternité est moins évident que celui de la maternité. Qui d'ailleurs avec le temps maintenant et même se complexifie, et Madame Canac nous montrera tout à l'heure qu'il est plus complexe que l'on pourrait croire, mais à premier abord, comme disait le droit romain, mater certissima, la mère est très certaine. Tandis que même le droit romain disait pater semper incertus, le père est toujours incertain. Donc il est moins évident, et même je dis parfois que la paternité est une réalité secrète, invisible. Au fond, le lien paternel est invisible. Le lien paternel, c'est ce qui fait parfois sa fragilité, passe par une éthique. Sans éthique, vous n'aurez pas de père. D'ailleurs, il n'y a pas de père dans le monde animal. La conscience d'être père, d'avoir un père, passe par une éthique, que je caractérise par quelques mots, au moins par 4 mots, par le mot responsabilité. Être père, c'est se reconnaître responsable, à la fois de la vie d'un enfant et aussi d'un acte qu'on a posé 9 mois environ auparavant. On assume cet acte, les conséquences de cet acte, on en est responsable. Deuxièmement, le sens de la paternité implique un sens de la fidélité. Fidélité à la femme, fidélité à l'enfant. La durée, une responsabilité assurée dans la durée. On ne dit pas que dans l'instant seulement. Responsabilité à long terme, c'est le sens du long terme qui est impliqué. Troisièmement, le sens du service ou du don. Être père, c'est être serviteur, c'est poser des actes très, très humbles, de nettoyer les enfants, de les ramasser, de les aider à marcher, enfin des gestes très, 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 très humbles. Le geste du don, le père donne sans compter. On dit parfois que l'amour descend et ne remonte pas. Il y a un petit peu de vrai de cela. Un père qui calculerait les chances qu'il a de récupérer ce qu'il donne ne serait plus un père. Il y a un côté donc sans retour, don sans retour. Donc un côté amour inconditionnel. Parfois on dit que le seul modèle incontestable de l'amour inconditionnel, c'est l'amour maternel. J'ai un de mes collègues, André Consponville, qui dit cela. L'amour maternel serait le modèle de l'amour inconditionnel. Pourquoi pas? Peut-être que c'est le modèle. Mais quand même, je demande, et l'amour paternel n'est-il pas aussi inconditionnel? Nous pas cette histoire de pères qui aiment leur enfant, même s'il a fait les 400 coups, quoi qu'il fasse, même s'il est odieux à leur égard. Donc peut-être qu'il est moins absolument inconditionnel peut-être que l'amour maternel, mais il est quand même inconditionnel. C'est quand même une des deux formes de l'amour inconditionnel.